Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'aimerais présenter Maria Elena Ramos, qui est venue de Paris, arrivée hier. Donc, Maria Elena est chercheuse en hydrologie et en hydrométéorologie, et elle enseigne occasionnellement dans des universités et des écoles d'ingénieurs à Paris. Elle mène des recherches sur la prévision d'ensemble hydrométéorologique à INRAE depuis 2007. Ses recherches sont sur les méthodes permettant d'améliorer la prévision des crues et des sécheresses et d'éclairer la prise de décision en matière de gestion des ressources en eau dans des conditions climatiques actuelles et futures. Elle était aussi coprésidente du groupe EPEX, donc Hydrological Ensemble Prediction Experiments, de 2014 à 2018, et elle a également été présidente de la division sciences hydrologiques de l'Union européenne des géosciences, ou IGU, de 2019 à 2023. Elle est actuellement coprésidente du comité de programme de l'EGU et membre du comité directeur scientifique du Programme mondial de recherche en météorologie, WWRP, de l'Organisation météorologique mondiale. Maria Elena était aussi ma superviseure de thèse à la maîtrise, ça fait un petit bout de temps. Et merci beaucoup, Elena, de faire un peu de temps dans ton emploi du temps pour venir présenter à Oranos. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Merci. Je te laisse la parole. Merci, Lise. Merci beaucoup à tous. Effectivement, cette maîtrise date de longtemps, mais ça me fait plaisir toujours de rencontrer Louise dans nos conférences et nos réunions. C'est moi qui remercie donc d'avoir aussi accepté d'être là un lundi matin. Donc, je suis venue donc au Canada pour une réunion de l'OMM. Je vais en parler à la fin. Et du coup, prendre cette opportunité de venir parler avec vous, c'est vraiment un grand plaisir. Surtout, je ne connaissais pas du tout bien sûr, je connaissais Oranos, ses activités, mais pas du tout votre endroit où vous étiez logé. Donc, du coup, ça fait plaisir de faire ces contacts aussi. J'avais beaucoup travaillé avec des gens de l'Université Laval à Québec, et maintenant à Montréal. Du coup, c'est vraiment un plaisir. Aujourd'hui, donc, du coup, j'avais proposé deux bouts de travaux qu'on fait. Euh, qui sont financés par ces deux projets européens. J'avais proposé à Luce d'en choisir un, comme ils n'étaient pas trop sûrs de choisir, donc j'ai fait un petit bout de chacun, et après on sera disponible pour les questions. Après, si jamais j'ai pas été claire sur ce que je raconte. Donc, mais avant d'entamer ces deux petits travaux, j'aimerais aussi vous présenter. Je vais passer ça, Est-ce que... Oui, voilà. Je vais juste vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est l'INRAE. Donc, c'est un institut des recherches pour l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. On a été un ancien IFSTER, un Sciences et Maghreb, ou ceux qui sont très, très anciens. Et on a été donc fusionné en 2020 avec l'INRA, qui était typiquement pour l'agriculture agronomique et l'agronomie. Et aujourd'hui, voilà, on est donc un grand institut, à peu près 12 000 personnes, 18 centres en France, avec 14 départements scientifiques. Et moi, je travaille plus particulièrement donc, pour le département Aqua, c'est l'un de ces 14. Et ces départements, il y en a 16 unités de recherche avec à peu près donc 450 personnes autour de ces unités de recherche, pareil, qui sont dispersées en France. Et moi, je suis affectée à l'unité des recherches ICAR, Hydrosystèmes continentaux, tropisés, risques, ressources, restauration. Ça contient 3 équipes à l'intérieur, un observatoire où on fait des mesures d'hydrologie, de météorologie, qualité et quantité. Et nous sommes localisés dans un centre qui a aussi un long nom, dont les Français ils aiment toujours des choses très longues. Donc, c'est le centre Île-de-France, Julian Josas Antony, qui regroupe 3 implémentations, et nous sommes à Antony. Voilà, où on arrive. Et qui est en banlieue parisienne, là où vous connaissez peut-être mieux, donc voilà, au sud de Paris. Alors, nous sommes à l'intérieur, donc je vous ai dit, il y avait 3 équipes. Une de ces équipes, c'est l'équipe hydro. Et l'équipe qui, en fait, on appelle hydro, qui s'appelle hydrologie de bassin versant. On est à peu près 30 personnes, comme vous voyez là. Donc, les permanents en haut, cette équipe est pilotée par Charles Perrin, qui est là, ici en haut à la droite. Et l'unité de recherche est pilotée par Vasquez Andreasen, ici en haut à gauche. Donc, nous sommes le chercheur permanent de l'équipe. Et là, vous avez des doctorants, il y a des post-doctorants, des ingénieurs qui nous aident avec des outils opérationnels notamment. Et puis, les stagiaires qui sont actuellement au sein de l'unité, qui sont là souvent en été.
Cette équipe, elle a 4 axes de recherche pour vous situer un peu. Donc, on travaille sur les prévisions hydrologiques, la gestion de l'eau, les approches donc, du changement climatique, de tout ce qui est influence humaine et du climat sur l'eau, la modélisation hydrologique, les incertitudes, et surtout beaucoup de choses sont faites en termes d'outils, des bases d'outils computationnels et des bases de données. Donc, c'est juste pour vous donner les contextes. Donc, par exemple, en termes d'outils, on travaille beaucoup avec de larges échantillons de bassins versants. On s'appuie sur des bases de données ouvertes, nationales et autres. Là, on vient de sortir les CAMELS France avec 654 bassins versants, avec des données au printemps journalier, des caractéristiques des bassins, toutes les mises à disposition à partir de cet article qui vient de sortir. Donc, ça, c'est des informations qui sont très utilisées soit pour la recherche, soit dans l'opérationnel, quand les bureaux d'études ont fait des études spécifiques sur certains bassins versants. On développe aussi beaucoup de codes, donc c'est un labo numérique, donc code pour la modélisation hydrologique, pour les systèmes de prévision. Donc nous sommes notamment responsables du code GRP qui retourne pour la prévision opérationnelle des crues en France et du code, ou plutôt de la plateforme Prémisse qui contient 5 modèles de prévision, 4, 5, je crois que c'est 5 modèles de prévision des étiages. Donc, aussi pareil, qui tourne sur l'ensemble de la France, peut-être en journalier jusqu'à 3 mois d'échéance. Puis nous produisons des codes que mettons libres, en modélisation, qui peuvent servir aussi au bureau d'études, mais aussi à un enseignement sur la modélisation hydrologique. Et plus récemment, on a sorti un package pour l'évaluation des prévisions, donc, ou des simulations. Donc, en fait, regroupe un ensemble de métriques d'évaluation de la qualité de prévision. Alors, ça, c'est pour vous donner un contexte. Donc, en termes de, je ne vais pas vous présenter évidemment l'ensemble des recherches de cette équipe, mais je vais me focaliser sur ces deux-là, qui sont des recherches que je mène avec des étudiants et des jeunes chercheurs sur d'une part, l'évaluation de l'impact des changements climatiques et des gestions sur les barrages réservoirs en France, donc plus particulièrement sur la Seine. Et puis, une autre étude qui a été menée sur la caractérisation des épisodes des aléas hydrologiques pour étudier les caractéristiques des aléas composés qui se succèdent temporellement ou dans l'espace. Donc, ces 2 travaux ont été présentés à l'EGU et sont financés par des projets par la Commission européenne via ces 2 projets Horizon Europe. Alors, le premier, donc, il s'agit du Stars for Water. C'est un projet, je m'excuse, j'ai récupéré de diapo en anglais, mais je vais essayer de continuer, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, il s'agit d'un projet qui a notamment 3 grands objectifs. D'une part, de créer ou mettre à disposition des nouvelles bases de données ou de nouveaux modèles, notamment les modèles d'apprentissage, les Data-Driven Models, pour de gestionnaire de l'eau dans le bassin versant. Et de ce fait, évidemment, augmenter notre connaissance scientifique sur les impacts du changement climatique et des changements de pratiques sur la gestion de l'eau dans les bassins versants. Et puis, à la fin c'est une étape de plus, donc d'améliorer la prise de décision via le développement de ce qu'on appelle des dashboards, donc c'est des plateformes où on peut opérer, ou de Safe Operating Space, cet espace sécurisé pour l'opération de la gestion de l'eau. C'est une framework que je vais vous en parler tout de suite dans ces cadres-là. Et ça, on le fait en développant toutes ces méthodes avec les parties prenantes de 7 bassins versants autour de l'Europe. 21 partenaires, et nous sommes coordonnés par les partenaires à Delta Rex. Alors, c'est sur cette partie-là que je vais parler plus notamment et plus sur cette dernière aspect-là, le Safe Operating Space Framework. C'est un cadre de travail, donc on a dû se pencher. Qu'est-ce que c'est ces cadres? Qu'est-ce qu'il nous propose et comment on peut l'implémenter dans le cadre de la gestion de l'eau des bassins versants? Puis, il y aura quelques exemples de premières évaluations qu'on a fait dans le cadre de la Seine. Alors, tout d'abord, c'est un cadre de travail qui a été établi à partir de ces concepts de Planetary Boundaries. Ces concepts ont été donc proposés en 2009, déjà basés sur d'autres idées sur jusqu'où on peut intervenir sur l'environnement et jusqu'où ça va se tenir. Donc, c'est un peu lié à tout ce qui est point de bascule, les tipping points, tout ce qui est aussi
évaluation des risques. Et l'idée, c'est donc que ce concept de limite planétaire nous permettra de définir quelles sont les limites, donc justement, auxquelles on peut opérer de façon sécurisée, sans qu'on bascule sur des situations qui après peuvent causer des effets ou des impacts parfois irréversibles sur l'environnement ou sur la population. Donc, ils avaient commencé avec un nombre, je crois, 6 limites planétaires, sont passés à 9. Certains ont disparu, d'autres n'était pas possible de les calculer, et d'autres ont été évalués. Nous, on voyait si on était dans un état plutôt safe, qui était les green, là, le vert, plutôt en transition vers un état plus à risque, qui est le parti plutôt jaune et orange, ou si on est vraiment dans une zone à risque, plutôt le vert ou le violet, là, sur les différentes limites planétaires. Donc là, par exemple, il y avait l'eau fraîche, fresh water, l'eau, je ne sais pas, la biosphère, changement climatique, donc ils définissent des indicateurs de limites, ils vont évaluer ça au niveau de la planète. Alors, ce qu'on retient là-dessus, c'est que bon, ces concepts, ils essayent de détecter quels sont ces boundaries, ces aspects-là, où on est en risque d'augmentation, donc les risques qui augmentent et qui pourraient dépasser certains seuils, certaines limites qui pourraient mettre non seulement la planète, mais l'environnement et tout ce qui vit dans la planète. Et l'idée, c'est de voir où on est par rapport à ça, vis-à-vis de nos pratiques et vis-à-vis des métriques, voilà, des indicateurs choisis pour chacune de ces limites planétaires. Alors, pour nous, ce qui était plus mis en avant, c'est que ce concept qui a été à l'origine est établi pour la planète en entier. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on peut l'appliquer localement? Est-ce qu'on peut localement, c'est pas un pixel de la planète, mais c'est plutôt au niveau, par exemple, d'un bassin versant, d'une gestion de bassin versant. Est-ce que c'est possible de descendre un peu l'échelle et aller vers l'échelle de gens qui voilà, font la gestion de l'eau dans le bassin versant et qui prennent des décisions sur comment cette gestion va se faire dans le futur? Il y a eu de tentatives, là, et c'est assez récent, cette descente d'échelle, hein. Il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Je crois que c'est 2015-2019, cet concept a été un peu réévalué pour faire cette descente d'échelle, disons. Là, c'est un exemple que j'ai trouvé récemment, mais qui était publié en 2023, sur comment cette adaptation a été proposée en France en prenant 2 ou 3 cas où localement une région pourrait faire des actions pour maîtriser un indicateur lié à une de ces échelles planétaires, de ces limites planétaires. Sachant que ces applications, on peut faire ressortir aussi que dans cette adaptation, il faut définir des choses qu'on n'a pas trop l'habitude dans certaines évaluations des risques. Quelle va être la variable de contrôle qu'on va utiliser? Quels sont les indicateurs qu'on va utiliser? Quelles sont les limites qu'on va leur donner? On est très habitué à faire de limites réglementaires. Donc, la loi nous dit jusqu'à temps, c'est bon, jusqu'au-dessus de tonnes, c'est pas bon. Mais ces limites réglementaires, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour un cadre comme celui-ci. Et puis aussi, comment on prend en compte aussi d'autres travaux, d'autres études qui sont faites localement pour mieux guider notre capacité à s'adapter à des effets indésirables. Donc, du coup, cette question, c'était celle qui se posait le plus pour nous. Si on veut aller de l'échelle planétaire jusqu'à un Safe Operating Space, on appelle ça SOS, en fait. Donc, utiliser cette SOS, ces cadres SOS dans la gestion de l'eau pour prendre en compte les multiples usages de l'eau, que ce soit agriculture, eau potable, hydroélectricité, au sein du système. Donc, comment on peut faire en sorte d'appliquer ça dans ces cadres-là, dans ces boundaries-là, dans ces limites de bassin versant, et puis en prenant en compte comment les différents secteurs d'usage de l'eau se communiquent, s'intègrent là-dedans. Donc, une grosse question qui s'est posée pour nous, c'était, bon, quand est-ce que on peut dire, voilà, ce type de choses-là, cette opération qu'on fait dans ces bassins versants, cette gestion qu'on fait, elle atteint ses limites.
elle atteint ses limites, et les effets, si on continue ou si on ne fait rien, peuvent être indésirables et catastrophiques même, et mettre les systèmes, tout l'ensemble de cette gestion à risque ou devenir un peu unsafe. Nous, on s'était dit, bon, on va regarder dans ces cadres-là, dans cette transposition de ces cadres de travail SES dans le bassin versant, on va travailler sur les effets conjoints ou joints de climat et des opérations, de la gestion qui est faite au sein du bassin versant. Donc, on s'est posé plusieurs questions dans ce projet. Il y a 7 bassins versants, là, vous voyez, en Europe, et certains qui travaillent avec des larges bassins versants comme les Rhin et les Danube. Et on s'est basé sur un processus d'engagement de parties prenantes assez fort dès le début, avec beaucoup de réunions où on s'est posé plusieurs questions petit à petit pour nous acheminer nous amener jusqu'à cette cadre d'études SOS et comment l'appliquer. Donc, des exemples des questions qu'on s'est posées avec le gestionnaire, c'était par exemple, quels sont déjà modèles, données, indicateurs qui vous semblent les plus appropriés, quels sont les niveaux d'agrégation aussi qui sont importants pour vous, quels sont déjà dans l'opération, dans la gestion que vous faites actuellement, quelles sont les limites que vous sentez déjà, parce qu'ils ne sont pas dupes, les gestionnaires, et les changements climatiques, il y en a déjà, les changements de situation, des façons de terre, des demandes d'eau est aussi déjà là, donc ils s'adaptent déjà. Les questions de savoir donc, comment ils se sentent dans leur gestion, comment ils sentent qu'ils peuvent aller plus loin ou qu'il faut changer quelque chose, comment ils vont représenter les scénarios futurs, par exemple, comment ils vont récupérer ça et travailler ça avec la façon de gérer l'eau. Et puis, pour définir cette SOS, cette cadre SOS. Alors, une chose qu'on avait discuté avec eux, c'est l'ensemble des questions venait en fait à définir des questions de type, vous avez peut-être déjà entendu parler, des types what if. C'est des scénarios, et si ça arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Et aujourd'hui, on a fait ça pendant une année, mais c'était critique. Et si cette année se répète pendant 3 fois, ou 2 fois, je ne sais rien, ou pendant 5 années, comment on fait? Donc, on a travaillé un peu dans l'imagination, dans l'imaginaire, mais un imaginaire ancré dans ce qu'ils font aujourd'hui. Pour que ce ne soit pas trop abstrait, on est pensé à à la fin du siècle, on sera comme ceci, comme cela. C'est un peu difficile parfois de se projeter, la gestion qu'on fait aujourd'hui, la projeter à très long terme. Et donc, une chose qu'on avait regardé un peu avec aussi les gestionnaires, c'était les pratiques qu'ils avaient mis en place. Donc, on connaît tous très bien les 2 grandes classes d'approche pour évaluer les impacts des changements climatiques, autres changements. L'approche top-down, qui va être très motivée très guidée par les projections futures des changements climatiques, des GCM, des RCM, qui va nous donner des apports en eau, des écoulements futurs, et ça permettrait donc aux gestionnaires du bassin versant de faire leur évaluation de la gestion. Ou les approches bottom-up, où on va partir de la conversation, de l'engagement de parties prenantes, de gestionnaires, et définir plutôt quelle est la sensibilité qu'on a de ces opérations par rapport au climat. Donc, ces types d'approches bottom-up, elles sont très ancrées sur cet engagement dès le départ, mais aussi très ancrées sur la possibilité de générer de multiples situations de temps, de climat, qui peuvent donc nous permettre d'évaluer la sensibilité de la gestion actuelle à ces différentes possibles occurrences de climat. Donc, ça nous permet plutôt de cibler des mesures d'adaptation, puisqu'elle est très ancrée aux activités pratiques actuelles des gestionnaires. Alors, c'est ce qui est une alternative qui est apparue il n'y a pas très longtemps, c'est l'approche par storyline ou par scénario. Cette approche, elle est aussi un peu, c'est pour ça que j'ai mis un triangle, elle est aussi basée sur l'engagement des parties prenantes. Donc, effectivement, elle part de la base, qui est ceux qui font la gestion de l'eau sur les terrains.
et sur comment ils réfléchissent sur leur propre vulnérabilité dans leur processus de gestion, leur processus de décision. Donc, elle n'est pas forcément liée au fait qu'il faut générer un espace de probabilités et des possibles exhaustif pour tester la sensibilité, mais plutôt travailler avec le gestionnaire sur quels sont leurs espaces de vulnérabilité. Donc, a priori, il n'y a pas de recherche d'une probabilité, comme on en fait avec beaucoup d'approches avec des membres. Il n'y a pas cette recherche de combien de membres on dit que c'est ci, combien de membres on dit que c'est là, mais plutôt on va focaliser sur comprendre notre vulnérabilité et les facteurs qui vont faire changer la manière de faire la gestion de l'eau dans le bassin versant. Donc, ça peut rendre, en fait, ce qui, bon, la littérature le dit, et je pense que peut être aussi tout à fait compréhensible, ça peut rendre l'évaluation des effets futurs plus tangible, plus ancré dans ce qu'on ressent déjà aujourd'hui, qu'on vit déjà aujourd'hui. Donc, c'est très favorable à faire du risk awareness, donc de cette imaginer quels sont les possibles, imaginer les scénarios possibles dans le futur, et puis après, imaginer ce qu'on appelle des pathways, des schémas possibles à adopter. Donc, c'est plutôt cette approche-là qu'on va utiliser, mais vous verrez, ça dépend en fonction je ne cite pas ici, mais en fonction des bassins versants, ça peut être un tout petit peu variable. Sur ce bassin versant, n'ont rien d'information, besoin de faire un top-down d'abord pour mieux cerner le possible, justement, et d'autres qui ont déjà cette information peuvent partir direct sur l'approche par scénario. Donc, dans ces cas, je vais vous montrer quelques résultats qu'on avait obtenus sur la scène. C'est un travail qui a bien sûr un coût et le projet finit l'année prochaine et qu'on espère avancer un peu plus d'ici là, que ça me permet déjà de vous montrer un peu quelques idées. Ce travail, il faut que je le dise clairement, c'est bien sûr le travail de Julie, ce n'est pas forcément le mien, c'est un postdoc qui est sur mon encadrement, mais c'est notamment elle qui a mené ces études-là. Et ça correspond à sa présentation à l'étude de cette année. Donc, ce travail, pour nous, on travaille sur les bassins de la Seine, dans ces projets. Et les bassins de la Seine, là, vous avez la Seine à l'intérieur de la France, jusqu'à Paris, en fait. On ne va pas jusqu'à l'embouchure, mais la Seine jusqu'à Paris. Et cette région-là, on a en amont 4 réservoirs, 4 lacs réservoirs, qui ont plusieurs fonctions, dont la protection contre les crues, donc ils permettent de réserver un peu les crues pour les parties en aval. La régulation des basses eaux, c'est notamment ça, la nombreuses sécheresse donc, qui a eu lieu fin du 20e. Donc, ils avaient proposé de garder de construire ces 4 lacs justement pour qu'on puisse faire le soutien d'étiage en période sèche et chaude d'été. Et puis, évidemment, aussi tout ce qui est préservation de la biodiversité et en aval des grands lacs. Donc, on les appelle les grands lacs des Seines. Pour notre travail, on va se concentrer beaucoup sur l'opération qui est faite sur ces lacs. Donc, ça, c'est les règles d'opération. Qui est typique, si vous avez déjà travaillé avec des réservoirs, vous les connaissez bien. Il y a le réservoir, il commence à se remplir vers la fin octobre, début novembre, donc c'est le remplissage en hiver. Et il maintient son remplissage jusqu'à à peu près fin juin. Quand donc il est plein, les réservoirs sont pleins, il commence à se vider pour soutenir les étiages d'été. Donc les étiages entre juin, juillet, août, jusqu'à fin octobre parfois. Parfois avancer un peu en novembre en fonction des années. Ça, c'est la gestion typique. Il y a une période progressive de remplissage et une période progressive de vidange qui est pour soutenir ces opérations en été. Donc, ils travaillent beaucoup sur la base de cette courbe un peu théorique qu'ils adaptent en fonction des climats, du temps qu'il fait dans l'année de la gestion. On s'est aussi basé sur des projections climatiques du projet national Explore 2. Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un projet qui s'est émis il n'y a pas très longtemps et qui a construit un tas de scénarios de projections climatiques et hydrologiques sur la France,
l'ensemble de stations en France. Et basé sur le CMI 5, je crois, oui, 5. Je ne me souviens pas les chiffres exactement, mais une centaine de GCM et RCM, 2 méthodes de connexion des billets, plus ils ont entre 8 et 9 modèles hydrologiques en fonction de la région. Certains modèles marchent, d'autres ne marchent pas, donc du coup, ça dépend du point de station. Mais à la fin, on a un tas, beaucoup de scénarios, qu'évidemment, je ne connais aucun gestionnaire qui a pris ces scénarios pour travailler avec. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, au niveau de la France, défini 4 scénarios contrastés. Donc, ils ont fait une étude où ils ont mis les scénarios en termes de, de scénarios les plus mouillés, les plus sèches, les plus mouillés et chauds, secs et froids, etc. Donc, ils ont caractérisé 4 grands scénarios, mais ça se fait sur l'ensemble de la France. La question qui s'est posée à la fin, c'est bon, maintenant, comment les gens localement s'approprient de ces scénarios et les appliquent dans la problématique. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'illustrer dans ces cas-là aussi. Comme vous voyez ici dans les 3 graphiques, ce qui Explore 2 nous dit sur ces bassins versants de la Seine, que sur le débit moyen, le débit élevé, sur les 10 ans de période de retour, et des débits bas, des bas débits, ce qu'on appelle les QMNA 5 en France. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez... Là, j'ai pris RCP 8.5, fin de siècle. Donc, on voit bien, fin de siècle, là, pour le changement. Donc, on voit bien que, on voit en termes de moyenne, on a un peu de conclusion sur le changement, un peu plus voilà, de débit fort et beaucoup plus de débit faible, disons, dans le futur. Mais ça reste un peu de couleur un peu difficile pour les gestionnaires à s'approprier, parce que bon, qu'est-ce que ça représente finalement dans ma gestion? C'est ça ce qu'on aimerait faire ici. Donc, du coup, on a travaillé avec eux sur leurs principales questions, les questions qui se posaient en termes de vulnérabilité. Et pour eux, c'est ce qu'ils avaient dit, c'est que simuler des événements historiques, ce n'était pas suffisant. Ils avaient déjà fait cet exercice. Et en fait, ces grands lacs sont assez robustes et que finalement, jouer des événements qui étaient avant le lac, par exemple, pour voir à combien vous tenez, ben, ils disaient, ça nous permet de dire oui, on opère très bien et tout va bien et on y va. Donc, ça donne une sorte de surconfiance, disons, sur leur façon de gérer. Si ça s'appliquait sur des événements qui ont déjà eu lieu et qui se réjouissent sur les mêmes opérations qu'ils font aujourd'hui. Donc, pour eux, il y a une absence de situation de failure, de moment d'échec. Et donc, du coup, ils disent, bah, il faudra mettre un peu du stress dans cette gestion opérationnelle actuelle pour voir où est l'échec, les possibles échecs dans ce système. Donc, c'était aussi un souhait qu'ils en avaient. Donc, on voulait combiner ces deux. Et on est arrivé à plusieurs what if questions. Ici, je ne montre qu'une. Il s'était posé. Et si, donc, dans le futur, on n'arrive plus à remplir un haut, ces réservoirs, et on a en plus des périodes de sécheresse un peu plus sévères. Donc, ça veut dire on a en gros, si on a un hiver ou des hivers peu mouillés, donc secs, on n'arrive pas à remplir suffisamment les réservoirs pour soutenir les étiages après, l'année suivante. Et ces étiages sont davantage plus sévères avec les changements climatiques. Donc, à partir de ça, on a construit une petite méthodologie. On a calé un modèle semi-distribué sur les bassins versants. Ces modèles, ils incorporent aussi la gestion des barrages. Et on a récupéré les 4 scénarios contrastés du Export 2. On les a un peu remis sur la situation de la Seine pour pouvoir être sûr qu'ils étaient contrastés également. Et on a créé avec les gestionnaires 10 scénarios de gestion alternative. Donc, on a inclus pas de réservoir, c'est une hypothèse, ce n'est pas viable, on ne va pas enlever des réservoirs, c'est des gros barrages. Mais on voulait voir aussi tester cette sensibilité avec le canot, pas de réservoir, comme ça leur permettrait aussi, d'une certaine façon, valider les cadres de travail que, bon, pas du futur, pour lesquels on n'a pas de vraies observations. Et on va focaliser notre analyse sur le bas débit, le période d'étiage. Donc, plusieurs scénarios, vous voyez ici des courbes en gris, c'est le scénario qui ont été les gestions qui ont été faites dans les années passées, qu'on avait disponibles.
Une gestion théorique, qui est celle qu'ils essayent de suivre. Il y a des années où ils n'arrivent pas, donc c'est très bas, parce qu'il y a probablement pas assez d'eau pour les remplir. Des années où il faut gérer des crues. Et sous la base de ces différentes vécus, on a construit nos dizaines de scénarios de gestion en se focalisant plutôt, est-ce que si je dois commencer le vidange du réservoir plus tôt, les soutiens d'étiage plus tôt, si on doit les prolonger jusqu'à plus tard, et si on n'arrive pas à remplir les réservoirs, donc on a un volume de remplissage qui est moins élevé. On a travaillé donc sur ces 4 scénarios contrastés sur la France de Explore 2. Et vous voyez ici que sur la période de remplissage, sur la période de vidange, ils effectivement se situent dans des extrêmes, soit des scénarios plus chauds, plus secs, ou plus chauds, plus mouillés, etc. Je vais prendre un peu de mon eau. Donc, quand on le met tout ça ensemble, on a aussi besoin de définir des indicateurs et de limites. Pour nous, les indicateurs, c'est les minimums, le débit minimum sur une période de 10 jours. C'est un indicateur réglementaire en France. Et les limites, on a pris les warning levels, donc les niveaux d'alerte de bas débit, aussi utilisés en France sur les bases. Ici, vous avez un premier résultat. Pardon, excusez-moi. On a pris là 2 scénarios, le scénario le plus mouillé à normal, un scénario plus sec et plus chaud. Et ici, dans les différentes lignes, vous avez les différents scénarios de gestion. Donc, les dizaines de scénarios de gestion, que ce soit, j'attends mon Vmax, je n'attends pas le volume max, je suis à moitié de volume max. Je fais la gestion normale de juillet à octobre, ou je fais une gestion où je dois prolonger les charges jusqu'à novembre, ou je fais une gestion où je commence à lâcher déjà en juin, etc. Ou les deux. Et en bas, quand on n'a pas de réservoir. Donc, évidemment, quand tu n'as pas de réservoir, on est bien en rouge. On compte ici les nombres de jours moyens dans une année où on est en dessus de ces seuils que je vous avais montré tout à l'heure. Et là, on a pris une station, les stations de Paris, de la Seine à Paris. Donc, on voit sans réservoir, évidemment, on en a presque une centaine de jours dans l'année où on est en rouge. Et il nous faut effectivement les réservoirs déjà, et pour diminuer le plus cet espace rouge, on voit que ce serait relevant de prolonger la période de support des étiages jusqu'à novembre. On avait regardé un peu aussi, donc ça, ils en avaient déjà fait sur quelques années, ce prolongement, et donc pour eux, c'était intéressant de voir, voilà, dans certains scénarios, les plus dramatiques, là, pour eux, il faut accepter qu'il y aura quand même des périodes, même en soutenant jusqu'à novembre, ça peut ne pas être suffisant, mais c'est la meilleure solution qu'ils auraient à présent. Si on prend, par exemple, notre aspect relevant, c'était celui donc du volume maximal qu'on aura dans le réservoir. Donc là, on a pris un seul scénario climatique, le plus sec, le plus chaud, et la possibilité de gestion qui va étendre la période de vidange jusqu'à novembre. Donc là, on commence cette période de vidange avec un volume plein, les réservoirs sont pleins, où on commence avec des réservoirs à moitié vide ou à moitié plein. Et là, on voit aussi les différences avec les différents indicateurs, comment on est plus à risque, c'est évidemment, on n'arrive pas à remplir. Et il y a là, on plotte les numéros, le nombre de jours en moyenne dans un mois, donc on a de 0 à 30, où on est donc en dessus du limite qu'on avait établi, de limite qu'on avait établi, donc sur ces indicateurs que je vous ai vus tout à l'heure, pour les 4 limites que sont établies par la loi. Donc, ici, on commence avec un réservoir plan.
ici, en réservoir à moitié vide ou à moitié plein. Et on voit que en fait, il n'y a pas que l'extension, même l'extension jusqu'à novembre, fait que on peut y avoir quelques jours, même en décembre, où on n'a pas, on est en dessus du seuil des crises même. Donc, on pourra avoir du mal à soutenir les charges pendant cette période-là, dans ces conditions-là. Donc, pour résumer cette partie, la deuxième partie est beaucoup plus courte, hein, ne vous inquiétez pas. Pour résumer cette partie, je propose 2 points de vue. C'est une réflexion que j'ai faite, mais on peut en discuter. C'est pour moi, j'ai l'impression que cette cadre de conjuguer les deux, les climats plus ces opérations, la gestion, et les mettre dans un cadre de type SOS. On n'est pas revenu au planetary boundaries, mais on restait en local, mais ça permet pour le décideur de lier ces risques climatiques. Là, on a travaillé sur le climat, mais on peut travailler sur la demande également, si on le souhaite, aux opérations qu'ils font déjà et aux possibles qu'ils peuvent faire dans le futur. Et pour eux, c'était important pour faire évoluer ces what-if scénarios. Pour nous, en tant que chercheurs, pour moi, c'est une approche de storyline, ça permet plus d'être plus proche de cette opération et de faire les transferts de ce qu'on trouve en recherche aux opérationnels. Le résultat de travaux comme de grands programmes comme Explore 200 importants pour évaluer l'ensemble de ce qui nous donne les modèles des climats sur le futur, mais il reste très loin de la gestion locale. Donc, c'est de joindre ces gaps-là, de faire explorer ces gaps entre ces informations qu'on a à des échelles plus larges et l'information locale, et nous semble important. Et ça permet pour nous d'explorer ce que j'appelle un stress test, ces interactions entre l'homme et les climats dans le bassin versant. Par contre, c'est un processus qui demande beaucoup d'investissement en termes d'engagement de parties prenantes, de gestionnaires, mais en même temps, il valorise le fait qu'on a des gestionnaires avec lesquels on travaille depuis longtemps, qu'on connaît bien les opérations, on a ce qu'on appelle le trust, la confidence, confiance entre nous et le gestionnaire. Le deuxième travail, il a commencé une année plus tard, et donc on est aussi dans juste quelques résultats préliminaires. Et il fait partie aussi d'un projet européen, mais plutôt tourné vers l'alerte précoce. Et pour nous, c'est plutôt vers la caractérisation des périodes de crues des tiages, de hautes eaux et basses eaux, qui peuvent fournir une vision sur comment on compose les aléas dans le temps. Ce travail était donc dans le cadre de ces projets Medusa. Je laissé ici l'adresse email, donc vous pouvez regarder. Je ne vais pas lire l'ensemble de ce qui est marqué ici, mais c'est un projet assez ambitieux, 29 partenaires, qui est coordonné par GLU en Allemagne et avec plusieurs twins. Là, vous avez 4 twins, donc ces twins ont 2 cas d'études chacun et des work packages qui vont travailler plutôt sur les méthodes pour appliquer sur ces différentes cas d'études. Nous, on ne travaille pas sur les cas d'études en français ici, on travaille plutôt sur les méthodologies. Et ici, on travaille sur le work package 3 qui veut explorer la dynamique de ces multi-aléas en Europe et l'analyse de dépendance ou des interdépendances entre les aléas qui peuvent amener à des risques, des impacts. Ici, dans ce travail, je vais vous présenter plutôt l'analyse qui a été faite pour les événements composés temporellement. C'est une séquence d'aléas dans un même point géographique. Ce travail a aussi présenté à l'EGU par Guilherme, c'est un candidat en thèse chez nous, sous ma direction. C'est donc tout à son honneur l'ensemble de ce travail. Il a pris la base de données CAMET, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a fait un petit tri, 643 bassins. Donc, vous la voyez ici en France. Donc, on a décidé de développer la méthodologie sur la base des données qu'on connaissait bien. Et avant de l'appliquer en Europe, on est dans ce moment-là, on est dans la phase de la transposer en Europe. Et lui, il a défini donc, la détection des aléas avec une approche de seuil mixte. On ne travaille pas que sur percentile, mais on peut varier le percentile dans le mois, mais aussi des percentiles fixes. Donc, je peux expliquer plus en détail plus tard, mais c'est moins important. Et puis, il travaille aussi sur l'estimation du débit de base pour indiquer au moment où la catch, les bassins versants, c'est récupéré dans un épisode très mouillé ou très sèche. On a appris 3 techniques de séparation d'hydrogrammes des bases
qu'il avait trouvées sur la littérature pour les tester la sensibilité à ces techniques. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple de la détection, de la méthodologie de détection de ce qu'on appelle high flow spells, des épisodes de haute eau. Donc, on définit ces seuils qui étaient un seuil un peu mixte, entre occupés variés d'un mois à l'autre. Et on définit des moments où on commence par le moment où le débit dépasse donc ce seuil. Ensuite, on regarde le débit de base pour voir au moment où le débit de base donc aussi devient proche ou supérieur au débit qui a été observé. Et il y a des petites règles pour ça, où il va définir, donc là, les bassins, l'événement est passé, le bassin est dans son état de base déjà. Et puis ensuite, il revient en arrière pour trouver, ben voilà, quel est le moment où on avait donc descendu du seuil à ce moment-là, une fois qu'on est là. Donc, ça nous permet de ne pas définir, par exemple, 2 événements, mais plutôt un épisode qui est un peu plus long et qui comprend ces 2 pics-là. Et pour nous, pour la prévision, pour détecter une station d'impact, c'est important parce que ça peut, dans un moment de crue, par exemple, le fait qu'il y a un pic après l'autre, ça sollicite beaucoup les gens sur le terrain. Et donc, du coup, de le rejoindre ensemble, ça nous fait une période d'attention, un épisode important pour eux, que de faire 2. Et pour le bas débit, on fait pareil. On a 3 étapes. On commence par un sous-dépassement d'un seuil et puis on regarde les débits de base au moment où on pense, donc les bassins commencent donc à récupérer et on définit ça comme étant la période qui nous intéresse le plus en termes de bas débit. Et là, par exemple, pareil, donc ça nous permet de définir, là, on a mis 3, si on se basait que sur un seuil, on aurait 6 événements, je pense, on s'est basé sur regrouper les 6 dans un seul épisode. Et là, en testant les 3 différentes méthodes de débit de base qui peuvent varier, on a vu que déjà, il y en a des résultats très similaires entre ces 2 méthodes, celle au Pays-Bas et celle LH, c'est une méthode plutôt filtre récursif. Je ne connais pas les méthodes en détail, elles sont là citées. Et l'autre méthode qu'on avait utilisée, qui c'était proposée par mes collègues, elle, par contre, faisait une petite surestimation de la durée totale de ces épisodes. Donc, on avait retenu la méthode LH, qui pour nous paraissait plus intéressant, notamment pour récupérer 2 épisodes de haut débit qui étaient assez longs et qui pourraient mettre donc justement le service en alerte. Là, c'est le résultat pour la France. Donc là, c'est un peu compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Là, on a en 3 colonnes, on a séparé donc, les occurrences de petite durée, entre 1 à 3 jours, entre 3 à 15 et supérieur à 15 jours, de longue durée, pour les autres débits. Donc, c'est high flows. Donc, c'est pour le débit plus haut. Si on utilise un seuil qui est un peu moins sévère, donc un quintile plus bas, ou un seuil plus sévère, donc un quintile plus haut, donc on a évidemment moins d'événements quand on est plus sévère. Et pour le bas débit en bas, en rouge, le limite des durées sont un peu plus différents puisqu'on est dans une station différente. Donc, entre 7 et 30 jours, on appelle ça une courte durée pour le débit bas, un épisode de bas débit. Entre 30 et 90 et puis supérieur à 90. Donc, c'est des longs épisodes. Ça nous a permis de voir la cohérence de ce qu'on avait fait sur l'ensemble de la France en se basant sur une période passée, hein, donc, ça dépend de les stations, mais de 20 à 30, voire 50 années de données. Et ça nous a permis aussi de vérifier quelques épisodes. Par exemple, ici, on avait vu qu'il y avait un épisode de haut débit très long, donc on est allé regarder en détail. C'était donc la crue en 2001 dans la Somme, qui effectivement, pendant plusieurs semaines, donc le débit n'avait pas redescendu à ses niveaux normaux. Du coup, c'était une crue qui effectivement était assez longue, puisque c'était une crue des nappes. Ou d'autres épisodes, par exemple, de sécheresse assez aussi longue, comme la sécheresse de 76, donc on avait pu la détecter aussi en Bretagne. Donc, on ne peut pas évaluer l'ensemble des épisodes, puisqu'il faudrait une base de données, au moins de regarder des journaux partout, mais on a un peu pu vérifier quelques événements.
Et ça nous permet aussi, ensuite, on s'est intéressé pas seulement aux événements isolés, en bas débit et en haut débit, mais à cette transition. Quand est-ce que je passe d'une situation de bas débit à une situation de haut débit? Cette analyse des temps, de transition, c'est celle qui nous permet d'évaluer les événements composés temporellement. Donc, tout ça, ça nous a permis donc d'évaluer un peu. Je n'ai pas tous les résultats, je crois que je n'ai que un, ouais, une partie des résultats. Cette transition-là, on regarderait les questions. Avec quelle rapidité, j'essaie de traduire en même temps, on sort d'un bas débit, d'une condition de bas débit, et on rentre dans une condition de haut débit. Donc, je ne sais pas si c'est une étiage, c'est une crue, parce que je ne vais pas aller regarder si c'était un débordement, une sécheresse, mais je sais que j'étais dans un épisode de bas débit, je suis passée à un épisode de haut débit. On s'est intéressé à savoir quelle était la durée de transition entre ces deux cas-là. Donc, on a repris ces deux cas, low flow spells to high flow spells, et on a regardé la duration médiane entre ces spells-là pour voir si elles variaient géographiquement. Si vous avez le point de bassin étudié et les contours que vous avez là enfin, c'est les contours de services de protection contre les crues en France qui sont agrégés en je crois que c'est 14 ou 16 services. Donc, on essaie de remettre une couche administrative pour permettre de voir si ça peut être une information qui peut les aider dans le futur. Même si on fait ici un traitement de l'historique, pas du futur, on ne traite pas les prévisions, donc ça pourrait être une information qui pourrait les aider en situation de prévision. Et ici, on a donc considéré que les transitions du bas à haut débit, au épisode, et les transitions qui avaient une duration qui était inférieure à 30 jours. Parce qu'on considérait que plus de 30 jours, voilà, on passe du bas débit au haut débit tous les ans de toute façon. Donc, du coup, il faut quand même s'intégrer un peu pour avoir une réponse. Donc, ça nous a paru intéressant de voir qu'il y a effectivement de durée plus petite, enfin, même à 2 semaines, notamment sur cette partie de la France, donc Rhône Méditerranée, tout ce qui est le bassin du Rhin, de la Meuse. Donc, on n'est pas dans la phase d'expliquer du pourquoi on en a ça, on est dans la phase de constater qu'est-ce qu'on regarde via cette méthodologie qui a été appliquée. En fait, donc pour faire aussi mon données transparent dans ces cas 2, donc pour faire aussi une sorte des points de conclusion, moi je pense que au niveau des décideurs, donc c'est notre audience, donc on s'adresse plutôt à des gens qui vont s'intéresser à la transition entre ces épisodes qui sont un peu extrêmes. Donc c'est pour nous, cette méthodologie, on avait créé avec cette intention, bien sûr, c'était de pouvoir détecter ces types de situations composées des aléas hydrologiques, mais basées seulement sur des séries temporelles de débit. En fait, on citait là, puisque à chaque fois qu'on voulait étudier de impact-based forecast, de prévisions basées sur les impacts, il fallait avoir une base d'impact. Et on en a pas partout. Et il fallait beaucoup de travaux de thèse, en fait, pour non seulement créer, mais aussi maintenir ces bases d'impact. Donc, il y en a de très bonnes bases en Suisse, je connais, en France aussi, mes collègues l'ont dessus. Mais on s'était dit, est-ce qu'à partir que de débit mesuré, est-ce qu'on arrive à déjà apprendre quelque chose, à connaître quelque chose? Donc, il y a un potentiel d'utilisation au moment de crise, par exemple. Ce n'est pas encore exploré par l'étudiant, mais c'est peut-être potentiellement. Merci. Et pour nous, évidemment, en tant que chercheurs, je pense que c'est tout à fait intéressant de pouvoir adresser quelques questions pratiques avec seulement l'étude de la série temporelle des débits. Et c'est poser plusieurs questions sur ces occurrences multi-aléas. Là, on en a posé une. On transitionne du bas débit au haut débit, un peu de durée, voilà, sur des durées inférieures à 30 jours. Mais on peut, en fait, c'est presque infini le nombre de questions qu'on peut poser. Mais ça permet de décomposer un peu le problème sur des questions pratiques à analyser. Mais il y a évidemment des limites. Donc, on sait qu'on a commencé à travailler sur une base de données européenne et on obtient à peu près des choses un peu semblables en France, mais pas égales. Et on sait que si vous avez très peu de données ou si on a une base de débit simulée par des modèles, les billets vont se transférer vers cette méthode-là aussi. Donc, du coup, il faut aussi faire attention à ces limites de données. Voilà, c'était un peu rapide, désolée, il y avait beaucoup de choses, mais je voulais en fond, donc, en plus de vous remercier pour l'attention ici en ligne, mais aussi remercier le partenaire des projets, parce que c'est des travaux qu'on fait ensemble. Donc,
c'est important à signaler, grâce à ces financements de la Commission européenne. Et puis aussi des équipes. Donc, je travaille beaucoup avec des réseaux, donc c'est des volontaires, EPEX. Donc, c'est là où avec lui, on avait beaucoup travaillé ensemble. Et on a fêté les 20 ans récemment aux États-Unis. Et puis, le réseau IMPRA, donc c'est un projet de l'OMM, donc du programme WWRP. Et on s'est réunis, on va se réunir à partir de demain, justement. On sera reçu par Vincent Fortin et un environnement Canada et Climate Change, le changement climatique. Et puis, on va se réunir pendant 3 jours pour évaluer quel est le progrès qu'on a fait. Ce projet a été implémenté en 2024, il va continuer jusqu'à 4 ans. Et puis, pour voir comment on peut travailler ensemble. C'est des projets différents, ce pas des projets financés comme la Commission européenne, c'est des projets de volontariat où les gens voilà, s'y mettent ensemble. C'est des networking, c'est des réseaux, mais qui permet aussi d'avancer sur certaines questions qu'on aurait du mal à le faire tout de suite. Donc, du coup, l'importance de ces réseaux aussi. Et je voulais remercier à ces personnes. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et désolée pour la... Merci beaucoup, Elena. Euh, on va prendre les questions dans la salle. Pour les personnes en ligne, simplement écrire vos questions en ligne parce qu'on ne peut pas les prendre à l'oral. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pierre? Merci. Vas-y. Merci, Maria Elena, c'était très intéressant. Et quand quand on regarde le débit de base dans la rivière, très rapidement, on commence à penser à la nappe phréatique et tout ça. Donc, et que vous regardez des événements précis de débit de base. Est-ce que donc vous avez commencé à utiliser des données de niveau de nappe phréatique? Non, on n'a pas utilisé. Au départ, on avait pensé à utiliser justement les données des nappes pour rester sur les données. Parce que le débit de base, là, tel qu'on utilise, c'est un modèle de débit de base basé sur les débits et sur certaines données des piézomètres aussi. Donc, nous, on n'en avait pas utilisé. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. C'est un réseau un peu plus difficile, au moins pour nous aussi en France, mais peut-être ailleurs, pas le cas, mais plus difficile à avoir en grande quantité et en large base de données aussi. Mais ça pourrait être une information possible. Tout à fait. C'est intéressant. Continuer parce qu'effectivement, surtout une des questions qu'on a dans les périodes d'étiage, quand on se projette dans une centaine d'années, donc la contribution des événements météorologiques et de la neige à la recharge de la nappe phréatique vont changer. Ouais. Et puis, pourrait influencer le débit de base. Oui, tout à fait. Une des objectifs qu'on avait dans cette étude, c'est peut-être un peu naïf, hein, mais c'était de voir une méthode qui soit robuste et automatique. Parce que là, j'ai eu Guilherme, c'est un étudiant assez costaud, mais c'est pas facile de traiter autant de données. Là, on passe en Europe, donc, mais je voulais un truc, quitte à faire des erreurs, parce que voilà, tout le monde en fait, mais cette méthode automatique nous permettrait de au moins récupérer les principaux épisodes des basses eaux et hautes eaux et voir cette transition, le nombre d'occurrences. Est-ce qu'ils sont distants les uns des autres? Mais les mêmes épisodes aussi, il y a des graphiques de transition, on transitionne de hautes eaux en hautes eaux en moins de temps. Donc ça, c'est très fréquent dans certaines zones. Donc du coup, d'avoir plus cette connaissance-là via cette donnée, l'exploration de données, c'est très apprentissage avec des données. L'autre omission, c'était, OK, une fois qu'on connaît ça sur la période historique, auquel on contrôle mieux, est-ce que si je fais une prévision pour les prochaines 10 jours ou pour les prochaines 5 jours, peu importe, est-ce que je peux appliquer aussi sur cette prévision et voir, voilà, cette prévision nous donne 2 pics de crue et ça, dans cette région, et par rapport à l'historique, est assez fréquent ou pas fréquent ou a été suivi d'une période sèche, plus fréquemment, je ne sais pas. De regarder un peu ça. Et du coup, donc, c'est pour ça que je voulais me limiter un peu sur les données au départ, parce qu'en prévision, ça va être des données modélisées, donc
c'est un peu la prévision du modèle. Et pas tous les modèles, au moins par les nôtres en France, va nous donner une information sur le débit de base qui soit assez robuste non plus. C'est dans cette perspective-là. Mais je pense que pour ton cible des événements, comme vous avez décrit, on connaît comment ils fonctionnent. C'est pas ça, c'est pas le but du site, n'est pas de comprendre le fonctionnement, mais comment on les détecte d'une façon un peu automatique. Ces éléments-là peuvent permettre d'affiner un peu ces types d'analyse, je pense. Tout à fait complémentaire. Ouais, tout à fait. On a une question en ligne aussi, je vais te la lire, Elena. Donc, c'est de Marine Boulanger qui dit: dans vos calculs de débit de base, avez-vous désinfluencé les débits dans le cadre des cours d'eau fortement influencés en soutien d'étiage? Seine, Garonne, Loire. Et après, je n'ai peut-être pas compris, mais dans le cadre de la vulnérabilité appliquée au lac de Seine, avez-vous simulé la gestion en soutien d'étiage? Donc, pour la première, donc, les débits qu'on utilise ici, la base Camels, elle a été faite en France pour le débit, pour les stations peu influencées, très peu influencées. Donc, effectivement, non, on n'a pas désinfluencé. On travaille avec une base de données où on a peu d'influence. Mais évidemment, on a vu, au moment de calculer les étiages, c'était la méthode comme on seuil et on travaille avec des percentiles, il faut le voir, est très influencé. Le résultat qu'on obtient va être très influencé. Si ces débits de base sont quelque chose de très, comment on dit, smooth, très lisse, ou si c'est un peu moins lisse et qui peuvent supposer une influence. Donc, certains auteurs ont traité ça en travaillant avec des moyennes mobiles en période d'étiage. Donc, tu fais une moyenne mobile et ça te permet de lisser un peu. Et puis ensuite, tu appliques un percentile ou peu importe ton seuil et pour définir ton épisode. Là, pour nous, en faisant appel au débit de base, ça nous permettrait d'éviter ces problématiques-là. Donc, du coup, entre les deux, on a préféré faire l'application de débit de base, que ce serait le même pour le haut débit et bas débit, au lieu de faire un lissage, mais on pourrait faire un lissage. Mais la question a raison, si on a des bassins très influencés, ça risque de ne pas trop marcher. Donc, il faudra désinfluencer un peu. Et sur la question du Grand Lac, en fait, donc c'est ce qu'on a fait. On n'a pas modélisé. Moi, je vais expliquer. La gestion des Grands Lacs, c'est fait par la courbe guide. Donc, ils ont la courbe de remplissage des vidanges qu'ils essayent de suivre. Ils n'en ont pas de méthode d'optimisation autre par l'utilisation de la courbe guide. Et ce qu'on avait fait, puisqu'on n'est pas en train de faire l'opération en temps réel, de la gestion en temps réel, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a incorporé dans le modèle hydrologique l'influence des barrages. Donc, ils nous ont fourni les données sur le débit, le volume, l'évolution du volume de chaque réservoir. Et avec les deltas des volumes, on connaît donc si on avait un stockage ou si on avait un lâcher d'eau. Et donc, dans le modèle, ça représente stocké, ça représente prélevé, lâché, ça représente injecté. Donc, c'est un modèle simple juste d'injection et lâcher de barrage, qui est un module qui travaille à côté du modèle hydrologique. Donc, ça nous permet de l'activer ou de le désactiver. Et c'est pour ça qu'on peut traiter les cas pas de réservoir, ça veut dire on fait couler l'eau sans qu'il y ait une influence de cette injection ou prélèvement d'eau à l'intérieur au point de barrage. Donc, c'est une façon de prendre en compte ça. On ne peut pas faire une gestion vraie des lacs dans notre modèle. Il ne gère pas la crue qui peut arriver pour faire un vidange préemptif, ça, il ne le fait pas. Mais il simule le débit influencé par les barrages. Merci. On va prendre une dernière question. Liliana. Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'ai vu que dans vos recherches, vous utilisez un modèle semi-distribué, hydrologique classique. Puis on sait dans la littérature que les étiages sont surtout, il y a une grande incertitude à cause de l'evapotranspiration, qui est un point faible dans le modèle. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez pensé d'utiliser dans vos projections un schéma de surface qu'on utilise dans le modèle climatique pour justement regarder, simuler le débit futur et l'étiage? OK. Oui, je répète la question parce qu'en ligne, je crois que le micro n'arrive pas. Donc, la question était sur si on avait pris en compte ou pensé à prendre en compte dans des modèles de
C'est horrible de répéter les questions des autres. Mais ça me permet de voir si j'ai bien compris. Des modèles de land surface mordonnés pour mieux simuler, évaluer l'évapotranspiration et notamment pour pouvoir mieux évaluer les étiages dans ce cas-là. Parce que nous, effectivement, on a utilisé des modèles conceptuels. Là, dans le cas de barrage, dans les cas de la Seine, c'est un modèle semi-distribué basé sur le modèle GR, vous connaissez peut-être, donc c'est des GR, là je crois que c'est les 4J, avec un réservoir exponentiel à la fin. Et en fait, donc non, on n'a pas utilisé de schéma de surface. Ce qu'on avait fait dans les calages du modèle GR qu'on avait utilisé, ces modèles distribués, on l'avait contraint pas seulement par le débit dans le calage, dans l'optimisation, mais aussi par une évapotranspiration réelle qui était calculée avec une formule de Budicot. Il avait fait des tests, mon collègue, avec aussi des données satellites. Donc, en fait, on a contraint, on a calé pas seulement pour respecter les débits, mais aussi les terres que le modèle proposait. Et du coup, ce calage multi-objectif nous a permis, ce qu'on a observé, c'est qu'on n'a pas perdu beaucoup d'efficacité en termes de simulation des débits et on a été plus robuste quand on fait les calages validation. Donc, quand on transpose d'une période à l'autre, en fait, la performance varie peu grâce à cette calage multi-objectif. Donc, c'est comme ça qu'on avait mis en pratique. C'est une bonne question. Merci beaucoup, Elena. Bah, merci à tous. Merci. Merci.